Allez, vous êtes à l'hôtel Batelière avec gtmag.fr sur Maxi Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18 h, on peut s'applaudir bien fort. Et oui, le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités revient comme chaque semaine avec JM de la bande à JM. Merci donc à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Joe Magazine et merci à notre hôte, l'hôtel Batelière. Cette semaine, nous sommes plus que jamais dans la justesse de l'actualité avec nos chroniques grâce notamment à Éléonore Théodos qu'on reçoit dans un moment, on peut l'applaudir. Andrea Tufano, Vanny Lemouliec, on l'applaudit bien fort. Yonan Namrik, qu'on retrouvera dans 15 jours. Orlan, la diva des Antilles. Et ouais. Et Jimmy Tomer, qu'on retrouvera dans 15 jours aussi. Dans un instant, JM de la bande en JM recevra Lola Jeanne Cloquel, dite Lola, artiste slameuse, accompagnée de Lucas Pelu et de Croquette Productions. Il nous manquera, c'est vrai, Anissa Zapata, chorégraphe et danseuse, qui est au Brésil en ce moment, pour un super film qui s'appelle Dancing for Nature, un projet hybride mêlant danse, slam, musique et vidéo pour sensibiliser à la sauvegarde de notre littoral. Puis, Vanny Lemouniec recevra l'organisatrice du salon Welcome à la maison, salon dédié, c'est la 5e édition d'ailleurs, salon dédié aux loueurs saisonniers en Martinique, loueurs de maisons ou d'appartements. Enfin, saisonniers bien sûr. Hein. Enfin, Eric Rouget, le retour on va dire, avec, c'est ça, hein, le retour. Ça, on t'avait un peu perdu de vue, mais c'est normal, hein, c'était prévu comme ça. Donc il aura un invité qui est Francis Fontenot de Trial Caribe. On parlera randonnée en buggy, en quad, en moto. Enfin, on verra, ça va être plutôt sympa. Difficile de démarrer cette émission sans être très très heureux de recevoir, on va dire, des DJ producteurs, Gold Up, qui commence à être vraiment très 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 connu maintenant, avec un nombre de vues assez redoutable. Ils sont basés donc à la fois en Jamaïque et à la fois au Canada. C'est ça. Il y a d'ailleurs un Français, c'est Ralph. Tu es fondateur donc de Gold Up. Et donc ton acolyte, on va dire, qui est donc Zach Aria, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, qui est donc canadien, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Et donc en 2018, vous êtes lancé dans la production musicale. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses redoutables. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe qu'il y a un don et que le succès arrive? En fait, ouais, on a été dans la musique depuis longtemps. J'étais DJ avant pendant de nombreuses années. Et j'ai habité à Montréal, j'ai déménagé à Montréal pour le travail. Et c'est là que j'ai rencontré Zach. Et on a vraiment matché tous les deux au niveau de la musique qu'on aimait. Et de fil en aiguille, on a décidé de monter notre label. Et après de faire des allers-retours en Jamaïque pour pouvoir continuer à faire grossir le label et à travailler sur notre passion. Alors quand vous dites faire grossir le label, vous le faites grossir pas n'importe comment quand même, et pas avec n'importe qui. On a travaillé fort. Vous avez quand même travaillé un tout petit peu, parce que donc là on annonce déjà que vous avez dépassé les 10 millions de streams sur Spotify. Vous avez 2 singles numéro 1 sur les Apple Charts et de nombreuses chansons en training dans le monde entier. Vous êtes en tournée à peu près partout, on peut le dire. Alors déjà, vous êtes en Martinique. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu parler de clips, j'ai entendu parler de choses comme ça. Donc en fait, donc quand je suis venu en France, je joue principalement de l'afro et du dancehall jamaïcain. D'accord, on va y venir. C'est ça. Donc du coup, j'essaye de revenir voir la famille en France un peu tous les ans. Ouais. Et plus je viens, plus j'entends en soirée les gens qui demandent du chata, donc du dancehall antillais. Et vu que je suis français, j'ai fait mes recherches, j'ai découvert de nombreux artistes, dont LG. Donc on s'est contacté via les réseaux. Qu'on a reçu dans l'émission, hein, d'ailleurs. Ouais. Et donc du coup, la vibe est super bien passée. Et donc on a commencé à travailler sur des projets à distance. Et les projets, donc on a fait pas mal de singles et on a décidé de venir voir au pays comment ça se passait. Comment ça se passait, voilà. C'est surtout comme ça. Puis vu que quand on découvre une culture, parce que c'est vraiment toute une culture, les Antilles, différente de la Jamaïque, même s'il y a beaucoup de similarités. Bien sûr. C'est important pour nous, quand on fait ce genre de musique, de venir dans le pays pour découvrir la culture et comment ça se passe aussi. Donc là, on avait des projets avec LG, on est en train de tourner les clips en ce moment même. D'accord.
C'est fatigant. Ça, je me doute. C'est fatigant. Ça prend du temps. Hein. Ouais, mais bon, c'est notre passion. Donc, c'est vraiment un régal d'être ici pour la première fois en Martinique. Et puis donc, vous avez, enfin, ce qui vous a fait connaître véritablement, c'est quand même la légende du dancehall, c'est Buzy Signal. On voit d'ailleurs la vidéo, on devrait voir normalement la vidéo, elle viendra peut-être, mais on la verra de toute façon sur la vidéo pendant l'émission. Ouais. Mais donc elle vous fait, Buzy Signal, elle vous fait exploser finalement, littéralement. Elle nous a sur les réseaux déjà. Parce qu'avant, on était plus dans le dancehall un peu moins mainstream, moins grand public. Et quand on a rencontré cet artiste, pareil, c'est vraiment des connexions, on marche vraiment avec l'énergie. Et la connexion est passée tout de suite et le résultat est sans attente. Alors, qu'est-ce qu'attend un artiste quand il fait venir Gold Up? Soit il est en train de passer un super moment dans sa carrière, soit il est dans un moment peut-être un peu moins facile, c'est ça? Ça peut vraiment être de tout. Nous, on aime vraiment mélanger les styles de musique, que ce soit des artistes très connus comme des artistes pas connus du tout. Comme je disais, on marche vraiment avec... si on aime la musique de la personne, peu importe s'il est connu ou pas, on va travailler avec lui pour essayer de donner le meilleur résultat. Et quelle est la patte que va amener Gold Up finalement pour cet artiste? C'est quoi votre patte musicale? Qu'est-ce qui fait la différence quand Gold Up est là? Notre originalité en fait, c'est de mélanger vraiment les styles de musique. Comme je suis DJ et que j'adore beaucoup de styles, avec Zach qui fait les productions, on décide vraiment, la plupart de nos productions sont des mélanges de styles. On ne reste pas enfermé dans une boîte. Ça peut être du R&B, ça peut être du dancehall, ça peut être reggaeton. Vraiment, on mélange tout. Zouk, on y arrive. On y arrive. C'est obligé. Zouk, compas, on est en train de faire plein de choses différentes. Mais déjà, vous avez flirté un petit peu aussi avec, alors on parle plus de Zouk, mais vous avez, pas trop en tout cas, mais vous avez flirté aussi avec Kalash, qui a beaucoup d'importance chez nous. Et ça, c'était une rencontre aussi assez incroyable, parce que c'est un artiste que j'écoute depuis de nombreuses années aussi. Et il travaillait sur son album et il avait besoin d'avoir des featuring avec des artistes pour son album, des artistes jamaïcains. Et c'est comme ça qu'il nous a contactés, on l'a aidé pour son projet, donc on s'est rendu sur un service mutuel, disons. Et puis on s'est super bien entendu aussi, et c'était presque un rêve devenu réalité. Bon, et vous, Zach, donc vous êtes Canadien, vous parlez un petit peu français? Oui, je parle français. Vous arrivez à me comprendre parce que je parle vite? Oui, je te comprends. Bon, super. Alors, qu'est-ce qui vous a fait venir à la musique, Zach, donc du coup, et comment vous vous êtes rencontrés aussi finalement? En fait, c'était sur Facebook j'ai rencontré Raph. J'avais juste il était un de mes friends sur Facebook. Puis on a vu qu'on avait tous les deux dans la même ville, puis on avait comme les mêmes passions. Les affinités finalement. Ouais, c'est exactement. Puis une fois qu'on s'est parlé, il m'a demandé, je pense que c'était avant même que tu étais comme vraiment prêt à commencer le label. Alors, on a rencontré pour la première fois, puis il m'a comme proposé l'idée de comme faire un label puis sa vision, puis c'était comme quand même c'est comme ça parti, c'était ce que tu espérais aussi, ça correspondait à ce que tu aimais aussi finalement. Oui, exactement. Moi j'avais comme mon propre label avant, mais je pense que j'avais des choses fortes que je faisais, mais sur le business side, j'avais pas vraiment ça. Donc là, vous êtes plutôt complémentaires. Oui, exactement. Vous fonctionnez toujours avec les affinités, en fait. Beaucoup. Que ce soit entre vous ou avec... Dans la vie en général, ça marche avec l'énergie. On arrive à facilement avoir les connexions qu'on a avec les personnes assez rapidement. Je ne sais pas si c'est inné ou si c'est un don. Ou, en tout cas, entre vous, c'était pas un hasard. Mais non, c'est un feeling musical. Donc, le projet en cours, finalement, donc on va malheureusement, le temps passe vite, 10 minutes, ça passe vite. Mais le projet en cours, donc, on le rappelle, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Martinique? On le redit. Donc là, le projet, c'est on a plusieurs singles avec LG. D'accord. Donc, qui vont sortir au cours des prochains mois. D'accord. Et on a donc du coup ça va arriver jusqu'à un EP, un album qu'on va sortir avant l'été et après, dans l'idéal, partir en tournée après dans les festivals en France.
Eh bien, mesdames et messieurs, on recevait Gueule Up pour la première fois en Martinique. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir. On sait que vous êtes des gens importants et on va entendre parler de vous un paquet de fois. On travaille fort pour ça. Mais nous, on vous aura reçu avec un grand plaisir. Merci d'avoir pris un peu de temps pour nous, parce que vous êtes bousculés. Voilà, on n'a pas arrêté. Donc on dit merci à Ralph et à Zach d'être venus nous voir de Gueule Up, et on va les retrouver donc, sur tous les réseaux sociaux, donc avec leurs différents singles et leurs différents artistes. Merci encore, à très vite. Merci à vous. À très bientôt. On peut les applaudir bien fort. Allez, vous êtes à l'hôtel Batelière avec gtmag.fr sur Maxi Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h et des brouettes. On peut s'applaudir un peu quand même, non? Ouais. Bah oui. Et oui, c'est le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités qui revient chaque semaine, vous le savez, avec JM de la bande JM. Merci à Philippe Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Joe au Magazine et merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit évidemment. Et donc, on vous l'avait dit, on vous l'avait promis, Vanny vient dans cette émission comme chaque semaine et tant mieux, hein, ça nous fait plaisir, hein, on ne va pas parler du passé, hein, on ne parle pas de choses qui passent, qui fâchent, pardon, je vais y arriver. Eh bien, on a le plaisir donc avec Vanny de recevoir l'organisatrice du salon Welcome à la maison, salon dédié aux loueurs saisonniers en Martinique. Il doit y en avoir quelques-uns, loueurs de maison ou d'appartements d'ailleurs, ou peut-être d'autres choses, on verra avec elle. Et eh bien, tu nous la présentes du coup? Oui, donc bienvenue Madly. Merci de m'avoir invitée. Donc, avec plaisir. Madly est spécialiste du tourisme au sens large, mais notamment, comme tu le disais JM, de tout ce qui tourne autour de la location saisonnière. Et donc, elle est également fondatrice de Welcome à la maison, donc en 2017, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc déjà, est-ce que tu peux un peu te présenter? Qui es-tu? Alors, tout a commencé au Marin en 1987. Mais plus sérieusement, donc, je suis Madly King, je suis chef d'entreprise avec deux activités. Une activité événementielle dans ma société qui s'appelle Majorine et une activité de loisirs culturels. Et je suis en effet à l'origine d'un événement annuel qui se tient en Martinique et en Guadeloupe, qui s'appelle Welcome à la maison et qui réunit les loueurs saisonniers de chaque territoire. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as créé Welcome à la maison? J'imagine que tu voulais répondre à certaines problématiques que tu as rencontrées dans ce domaine. Dis-nous en plus. Quand j'ai créé le salon en 2017, ça partait d'un constat qui était plutôt simple et en même temps pas forcément formulé. C'est que depuis longtemps, en Martinique, on accueillait les touristes de passage avec un bas de villa, avec un petit appartement, un bungalow. Tout ça de manière un peu informelle. C'est vrai. Et 2017, ça correspondait aussi à l'explosion des Airbnb, si je puis dire, et des plateformes comme ça. Et mon constat, c'est qu'on accueillait un peu à la bonne franquette, en amateur, comme on pouvait, de manière assez spontanée. Et malheureusement, on accueille comme des amis, mais ce sont des amis qui paient. Et donc, ça veut dire qu'il y a des exigences, il y a des standards à respecter. Et donc, j'ai décidé de lancer ce salon pour un peu partager des connaissances autour de ces standards en matière d'accueil, d'hospitalité, pour tout ce qui touchait à la réglementation, au juridique, à la fixation des tarifs, à la commercialisation, d'aider finalement ceux qui étaient déjà en activité à faire mieux. Un côté professionnel. Exactement, les accompagner dans une forme de professionnalisation en leur donnant les outils dont ils avaient besoin. Alors aujourd'hui, la location saisonnière en Martinique et en Guadeloupe, c'est bien établi, mais il faut se rappeler qu'en 2017, ça pouvait être, Huguette et Bruno, 67 ans, ils faisaient ça avec le cœur finalement, mais pas avec les bonnes manières de faire nécessairement. Comme des amis, c'est ça. Exactement. Il faut qu'ils gardent ça, mais avec le. Il faut garder le côté authentique, donc ça c'est certain, mais ce sont des amis qui paient. Et donc forcément, quand on paie, on a des exigences. C'est normal, en effet. Et donc justement, ces personnes, ces clients, qui ne sont pas des amis du coup, qui viennent en général en vacances, ils ont affaire à quels hébergeurs en Martinique? Alors pendant très longtemps, on allait essentiellement en gîte, où on allait dans un petit bas de maison, etc. Aujourd'hui, avec les années, on va vers une gamme de biens qui est extrêmement hétérogène en Martinique. Donc on peut très bien séjourner dans une petite cabane en bois, un bungalow à 50 € la nuitée,
une maison avec ou sans piscine, 3 chambres, 2 salles de bain, peut-être plus familiales. Et puis, on va jusqu'à des biens qui sont parfois à plus de 1 000 € la nuitée, plutôt positionnés haut de gamme, avec des équipements ou des emplacements privilégiés au bord de la mer, avec des prestations de services, etc. Après, les recherches ne sont pas les mêmes, tant en type de prestations et de produits, mais également en termes de rapport humain, parce que certaines plus grosses structures, si je puis dire, vont peut-être être gérées par des conciergeries. Donc, on a moins ce côté, comme tu le disais tout à l'heure, familial et d'échange avec les propriétaires, puisqu'on n'a pas affaire, on ne connaît pas, en fait, on n'a pas de contact avec les propriétaires directement. Alors, au fur et à mesure où le secteur s'est développé, on assiste toujours à, j'allais dire, un écosystème par-location saisonnière. Donc, tout autour. Et donc, forcément, il y a des propriétaires qui gardent la main et qui sont ravis d'accueillir, etc. Mais il y en a pour lesquels, par manque de temps ou par manque d'envie ou peu importe les raisons, qui délèguent ça à un intermédiaire, donc ce qu'on appelle les conciergeries. C'est-à-dire qu'ils font quand même... L'accueil est toujours là, donc il est fait, ce qu'on appelle le check-in, check-out, mais c'est fait par un tiers, en fait. Exactement. Et du coup, toutes ces locations saisonnières étant en plein développement, est-ce que tu sais un petit peu quel est le ratio de réservation entre les hôtels et les locations saisonnières en Martinique? Alors aujourd'hui, en tout cas jusqu'en 2022, ça a peut-être changé, mais on n'a pas les chiffres les plus récents. La location saisonnière était devenue le mode d'hébergement privilégié des touristes de séjour. Oui, avec plus de 44% de part de marché. Et donc ça veut dire que le reste se partage entre l'hôtellerie, les clubs vacances, chez des amis, etc. Donc clairement, c'est un secteur qui aujourd'hui occupe une part de marché importante. En développement ou ça stagne encore? Alors là, on est toujours en développement. À titre de référence, quand j'ai commencé le salon en 2017, on référençait à peu près 3500 unités. Aujourd'hui, on en référence 9000. Donc ça, gros développement, ça croît sur tout le territoire. Est-ce qu'à un moment ça va être ralenti parce qu'il faut pouvoir éponger la demande touristique, hein, le nombre de touristes ne grossit pas nécessairement au même rythme. Est-ce que ça va continuer? C'est difficile à dire en regardant dans sa petite boule de cristal, mais pour le moment on est toujours en croissance. Et Airbnb et Booking, je suppose qu'ils ont dû aussi motiver aussi les gens à se lancer là-dedans. Bien sûr, le fait que, c'est-à-dire comme je dis, la location saisonnière c'est pas récent en Martinique, ça fait plus de 20 ans qu'on en fait. Mais ce type de plateforme-là a permis à la fois de démocratiser ce mode d'hébergement en le rendant peut-être un peu moins tabou. Ça l'a rendu peut-être plus accessible aussi à tout le monde. Quand on met une annonce sur un site comme Airbnb, Booking, Abritel, on a accès à des millions de voyageurs. Et puis, ça a permis aussi d'une certaine façon de... Comment dirais-je? De donner en autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas besoin de passer par une centrale de gîtes, etc., qui prend en main son hébergement. Il suffit d'avoir une connexion Internet, des photos plus ou moins qualitatives, de savoir écrire, et ça va extrêmement, extrêmement vite. Exactement. Et les touristes, quels sont les principaux critères qu'ils recherchent dans une location saisonnière? Alors pour l'instant, je dis touristes, je reviendrai après sur les résidents. Sur les résidents et avec d'autres questions. Mais quels sont les principaux critères recherchés? Quelque chose de salubre. C'est déjà pas mal. On va commencer par... Pas toujours évident. Voilà, la base, c'est quand même d'avoir quelque chose de salubre. Après, on a différents critères en fonction du profil. Certains seront plus attirés. Alors, il faut savoir, bien sûr, qu'en général, beaucoup de touristes, pendant très longtemps, ils cherchaient essentiellement l'emplacement. Oui. Donc, l'emplacement, notamment dans le sud, à proximité du littoral, exactement, quand ils peuvent se balader à pied, les commerces à proximité, etc. Ça tend à changer, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de locations sur le nord, sur le centre. Donc, ça s'étend un peu. Donc, le côté salubre, l'emplacement, ils cherchent encore souvent tout ce qui nous paraît basique, hein, mais la piscine. Oui. Parce qu'en fonction du pays d'où on vient, on n'a pas nécessairement une piscine. Ça, pour certains, c'est encore un luxe. Le prix, bien évidemment, quand on a une famille, c'est une variable d'ajustement qui est importante. Et puis, des équipements, cuisine équipée, le Wi-Fi, etc. etc. Ok. Et donc, justement, on parlait des touristes, mais est-ce que en Martinique, parce qu'on connaît bien le tourisme local aussi, c'est le principe de vacances au pays, j'ai envie de dire, de changer un petit peu de son environnement de tous les jours pour partir, parce qu'on sait que malgré la petite superficie de notre île, on a des paysages et des changeants d'un endroit à l'autre.
en termes de demande pour les locations saisonnières, les résidents sont-ils nombreux par rapport aux touristes ? Alors, on n'a pas nécessairement de chiffres, mais on l'a vu notamment pendant le Covid et post-Covid. Aujourd'hui, ça fonctionne assez bien, voire plutôt bien, pour plusieurs raisons, je pense. La première, c'est que, comme tu l'as dit, ça permet de changer de cadre. Et tout le monde n'a pas une piscine chez soi, tout le monde n'a pas une villa chez soi. Et même ceux qui sont en centre-ville ont peut-être envie d'aller du côté rural. Ceux qui sont en ruralité ont peut-être envie du côté d'aller littoral. Donc ça, le changement de cadre, et puis juste sortir de chez soi, c'est bien pratique, sans avoir à payer de billets d'avion. La deuxième chose, c'est que je pense que aussi bien les Martiniquais que les touristes, il y a cette idée de se réunir un peu en clan, en tribu, en groupe d'amis, de famille. Et quand on vit en appartement, c'est pas tout, par exemple, c'est pas toujours le cas, alors qu'une location saisonnière permet ça. Et puis, bien souvent, alors ça dépend, mais il y a des personnes qui se disent aussi qu'elles ont l'occasion de se faire plaisir finalement, d'aller dans des biens dans lesquels elles ne vivent pas nécessairement, mais une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, on part avec les enfants ou autre, ça permet de, voilà, s'il y a un jardin, s'il y a une piscine, de s'évader facilement. Ok. Il y a la voiture dedans, non ou pas? Non, dans la location, parfois, il peut y avoir la voiture ou pas? Alors, certains loueurs saisonniers proposent la location de voitures aussi. Je pense qu'il faut faire attention surtout à 2 choses, la réglementation et le service client. La réglementation, parce qu'il faut des assurances. C'est un tiers qui conduit votre voiture et le tiers ne conduit pas nécessairement comme vous, surtout face au Dodan, par exemple. C'est sûr. Et voilà. Et le service client, parce que quand on loue une voiture et qu'on a fait payer, si demain le client tombe en panne au Makuba à 22h, malheureusement, il faut aller lui donner une solution au Makuba à 22h. Exactement. Et donc, ça aussi, c'est important. Bon, après, certaines conciergeries proposent aussi des partenariats avec des loueurs de voitures officiels, pour le coup. Voilà. Et donc, ça peut faciliter aussi l'échange. Disons qu'en passant par un loueur officiel, on a l'assurance d'avoir un véhicule qui est normalement, en tout cas, fiable et inspecté. Ou remplacé. Et c'est déjà pas mal. Alors que... Une assistance, au moins. Oui, et avec une assistance. Quand vous passez par un particulier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le côté fiabilité ni le côté assistance, mais c'est sûr qu'il y a moins de certitude de ce côté. C'est sûr. Et donc, revenons un petit peu à l'événement de la semaine, donc, qui se passe demain, donc le fameux salon Welcome à la maison. Pour qui le salon est-il fait? On en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce que les gens viennent chercher? Comment ça se passe? Alors, le salon se tient demain à l'hôtel Batelière, de 8h à 18h. Et les participants, ce sont des propriétaires de location saisonnière, soit parce qu'ils sont porteurs de projets, donc ils ont une maison, ils ont un terrain, ils ne savent pas trop quoi en faire, soit parce qu'ils sont déjà en activité et ils veulent aller plus loin. Et pendant toute la journée, donc on a une quinzaine d'ateliers, de conférences pour les aider. Donc sur des thèmes variés, comment équiper son bien, comment fixer le tarif de sa nuitée, comment intégrer le tourisme durable, comment faire de l'accueil client. Donc des thématiques que j'espère en tout cas assez pragmatiques pour répondre à tous les besoins, en tout cas pas mal de questions. On a également une quarantaine d'exposants qui seront là, donc blanchisserie, conciergerie, photographie, mobilier, drone, visite virtuelle, location de voitures, etc. pour proposer des services et des produits aux loueurs qui en ont besoin. Et puis cette année, notre invitée d'honneur, c'est Julie Bonneau, qui est gouvernante générale et qui est meilleure ouvrier de France, avec cette idée qu'une fois qu'on a vu les fondamentaux en termes de réglementation, de juridique, etc., ce qui va compter, c'est l'accueil, c'est l'intendance. Et quoi de mieux que meilleur ouvrier de France pour donner des astuces de ce côté. Et Dieu sait qu'en France, on a des choses à améliorer. Mais là, pour le coup, elle est passée par pas mal d'hôtels 5 étoiles, donc elle a les codes aussi du luxe, etc. Et l'idée, c'est de voir comment on peut s'inspirer des codes du luxe pour les appliquer dans des locations saisonnières qui ne sont pas nécessairement haut de gamme. Et en fait, vous avez toujours travaillé dans le tourisme et puis vous êtes intéressé à cette question? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez l'air quand même très branché sur la question. Pas du tout. Pour le coup, j'ai un background en communication, donc rien à voir. J'ai fait des études en communication et je suis tombée dans le tourisme au gré de mes études. Finalement, ça m'a intéressée. J'ai alimenté un site sur le sujet, mais moi, j'ai tendance à dire que j'ai pas. Mon seul mérite, c'est d'identifier un problème et d'y apporter une réponse. Quel que soit le secteur. Ça aurait pu être le tourisme, comme la pêche, comme la médecine, comme n'importe quoi.
Ok. Eh bien, on était donc avec Welcome à la maison, et le salon. Et donc, le rendez-vous, si vous êtes loueur, propriétaire d'un bien, ou alors que vous avez l'idée de mettre un bien en location, c'est demain à l'hôtel Batelière. Voilà, vous pouvez retrouver... À partir de quelle heure on le redit encore? On peut redonner 8h-18h. 8h-18h, oui, donc c'est toute la journée. Donc on a le temps de prendre son petit déjeuner tranquille. Exactement. Pourquoi pas ici à l'hôtel Batelière? Il est très bon, avec une vrai. belle vue sur la mer, c'est magnifique. Merci à vous, beaucoup. merci à Avec toi. plaisir. On a été très heureux de vous recevoir. Et puis bon salon. Merci. Et nous on fait un petit écran publicitaire et on revient dans un moment. Allez, vous êtes de retour à l'hôtel Batelière avec gtmac.fr sur Maxi Martinique. Vous êtes avec les expertes et les experts automoto. Il est 18h. On peut s'applaudir bien fort. Et oui, c'est le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités qui revient comme chaque semaine avec JM de la bande JM. Mais parfois, on se pose des questions quand même. On se demande si on est vraiment dans les nouvelles mobilités. Là, on va dans les logements, dans les Airbnb, on va un peu de partout là quand même. De la mobilité. Ça fait partie de la mobilité, tu penses? Quelque part. Bah, en fait, là, non, c'est le contraire. C'est la mobilité qui permet d'aller dans ces lieux-là. Ouais. Voilà. On a parlé des locations de voitures. Oui, parce que c'est une location saisonnière, c'est pas. Voilà, donc pour y aller. Exactement. Bon, en tout cas, en attendant, on remercie Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Joe Magazine et merci bien sûr à l'hôtel Batelière qui nous reçoit pour ce studio toutes les semaines. Cette semaine, nous sommes plus que jamais dans, on va dire, on est plus que jamais proche de la nature parce que donc on a le plaisir de recevoir Lola Jeanne Cloquel, dite Lola, donc, qui est artiste slameuse accompagnée de Lucas Pelu de Croquette Production. C'est vrai que ces gens-là, je ne les connaissais pas, mais j'avais vu votre vidéo. C'est ce qui m'a permis de contacter donc en fait la danseuse, bien sûr, qui est Anissa Zapata, on va dire chorégraphe que à peu près tout le monde connaît. Et donc, bon, elle était en déplacement malheureusement, mais donc là, on va parler d'un super film qui s'appelle Dancing for Nature. Dancing for Nature, un projet hybride qui mêle danse, slam, musique et vidéo pour sensibiliser à la sauvegarde de notre littoral. Vous pouvez le voir bien sûr sur YouTube. Et puis vous allez pouvoir le voir bien sûr dans cette émission aussi. Alors c'est hyper intéressant cette nouvelle initiative qui est arrivée là sur le marché, on va dire, de la vidéo. Pourquoi? Parce que on est en pleine période où la montagne Pelée vient d'être reconnue voilà, comme patrimoine mondial, faisant partie du patrimoine mondial. Il y a d'autres choses qui arrivent qui vont être la surprise parce qu'il y a d'autres endroits qui vont être élus aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Lucas et Lola, il faut nous raconter tout ça. Qui a eu l'idée? Comment ça s'est fait, comment s'est monté ce trio? Alors l'idée, ça vient de la SNCF. D'accord. Donc on est tombé sur c'est un collègue vidéaste qui est en France hexagonale qui est tombé sur une pub SNCF avec un slam. Ouais. Et en voyant la pub, j'ai eu des frissons. Je me suis dit que c'est improbable d'avoir des frissons sur une pub de train. Ouais. C'est un problème en Martinique de parler de SNCF. C'est marrant quand même. Et donc lui il a adapté donc eux ils ont adapté ce projet-là sur une vidéo avec un kitesurfer français champion de France, et moi je lui ai dit est-ce que je peux te piquer un peu l'idée pour un côté un peu danse, et donc j'en ai parlé à Anissa qui est la danseuse. Et alors je sais plus si c'était avant ou après, on est allé ensemble à un spectacle de Lola à l'Atrium. Et en fait quand on a fini le spectacle, quelques temps après on s'est dit mais en fait faut faut mixer tout ça et créer quelque chose. Donc ça a pris pas mal de... Vous avez fait ça sans retard? Pas comme à la SNCF. Si, beaucoup de retard. Enfin, ça fait plus d'1 an qu'on a fait le début du tournage en fait. Quoi. Eric, c'est fini. Eric, ça fait longtemps que la SNCF n'a plus de retard en métropole. C'est avant. Je suis arrivé une fois en avance, mais c'est une autre. Par contre, arriver en avance avec la SNCF, moi je porte plainte. C'est extraordinaire. Non mais c'est parce qu'ils ont oublié de s'arrêter à des arrêts. Donc, lui il était content. Mais... Allez, c'est une super société la SNCF. Mais j'ai une question sur le tournage. Vous l'avez toutes les scènes parce qu'elle est habillée de pareil. On voit que la luminosité change. Sur combien de jours ça s'est étalé? Difficile à dire, mais je crois qu'il y a 5 séquences, on va dire. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a qu'on a fait au lever de soleil.
pour que ça matche avec les images du coucher de soleil, quoi. Donc en fonction si on était côté Atlantique ou côté Caraïbes, c'est ça. Soit on se levait à 5h, soit on venait tard, quoi. Et alors l'objectif finalement, parce que on est quand même en plein problème climatique à l'échelon mondial, enfin il y a une partie des gens qui en ont pris conscience, une autre qui est en train peut-être, j'espère, d'en prendre conscience, puis il y en a d'autres qui s'en fichent royalement. Donc ça arrive aussi dans cette période-là. Est-ce que c'était un objectif justement? Est-ce que c'était pour appuyer un peu cette transition énergétique qu'il faut qu'on réalise absolument? C'est un petit peu ça, ouais. En fait, nous, Anissa et moi, on a tous les deux un métier d'ingénieur à côté dans l'environnement. Donc, on est sensibilisés au changement depuis longtemps. En plus, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est tous les deux en Martinique. Et donc, on a pu apprécier nous-mêmes de nos yeux les effets néfastes, on va dire, du changement climatique. Et donc, c'est venu assez naturellement, quoi. En plus, moi, j'aime bien filmer en extérieur. On avait déjà fait pas mal de projets de vidéos de danse en extérieur. Et on s'est dit, bon, essayons d'aller un peu au-delà cette fois et d'amener un petit message sans que ce soit trop rabâché, on va dire de manière classique. C'est pour ça qu'on a pensé au slam et à Lola. Alors justement, donc là on met, on a vu vidéo, bien sûr notre fabuleuse île avec son littoral en particulier, la danse avec cette danseuse qui est vraiment extraordinaire, et donc Anissa Zapata, mais le slam que je découvre finalement avec Lola, parce que que je découvre finalement quelque part, parce que d'abord c'est un slam féminin et c'est un slam qui est plutôt acéré quand même. Les mots sont forts. J'ai regardé un peu ce que vous faites. Ah, merci. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche? Non, mais c'est pour ça qu'on fait du slam. On a des choses à dire et puis on a envie aussi de diffuser de la poésie et en même temps des idées, des choses qui nous importent, je pense. C'est pour ça qu'on crée tout simplement et en fait, mêler justement cette cause-là, finalement, de la sauvegarde de la nature avec le slam, tout en poésie aussi et en personnification, finalement, de la Martinique. Oui, parce qu'il y a un vrai texte, il y a une vraie belle écriture derrière quand même. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, mais ce que je trouvais intéressant, justement, c'était de filer ça, la notion d'être vivant et de vie sur notre île et d'en faire comme presque un monstre aussi, qui a ses défauts et qui a aussi son côté sublime. Ouais. Et c'est ce qui m'intéressait dans l'écriture. Et aussi dans la danse, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur la différence ou le lien entre le côté monstrueux et magnifique. Et ça se retrouve, je trouve... très bien dans la vidéo, dans la danse et dans le texte. On sent qu'il y a une symbiose, une vraie symbiose. Vous aviez carte blanche totale pour l'écriture, c'est-à-dire que quand vous en avez parlé, vous lui avez dit vas-y, lâche-toi, il faut à peu près 3-4 minutes. Comment le processus créatif s'est-il élaboré? Il est parti du fait que je maîtrise pas du tout cette partie-là. J'ai pas de fibre artistique, on va dire, en dehors de la vidéo peut-être très développée. Et donc quand Lola me posait des questions et tout, moi j'étais complètement dépassé. Donc j'ai dit... débrouille-toi et on fera les images après le texte. Alors. Ce que j'ai vu que vous avez déjà fait, c'était magnifique. Donc je dis écris comme tu le sens. Elle me posait des questions sur les couleurs. Ah d'accord. Je disais je vois du noir. Donc j'étais un peu à la rue et donc elle a fait un texte. On l'a pris tel quel de mémoire. Et donc c'est par rapport au texte que vous avez choisi, enfin vous avez choisi les endroits et que vous avez... c'est le texte qui vous a inspiré les lieux? Ça a été en plusieurs phases. On va dire qu'on a d'abord pris quelques lieux. On a commencé à filmer, on va dire, une grande partie des séquences au même endroit, dans le nord. Donc avant le texte. Voilà, avant le texte. Ouais. Avant même la musique, pour que ça me donne, moi, une première phase de travail de montage. Donc pour avoir, on va dire, une trame. Et par-dessus, on s'est dit, ça va être plus facile de commencer à écrire quelque chose, à commencer à faire un deuxième scénario par-dessus et à compléter au fur et à mesure. Et donc Lola, vous êtes inspirée de ce que vous avez pu voir des premiers tournages pour écrire, j'imagine, de la chorégraphie Oui, alors ce qui était très intéressant en fait, c'est que donc Lucas et Anissa sont venus me voir. Ils avaient déjà des petits bouts. Ils savaient aussi la musique qu'ils voulaient. Donc ça c'est important aussi parce que j'ai écrit sur la musique et en même temps sur des petits morceaux d'images. Donc je me suis inspirée finalement du rythme et puis de l'imaginaire que ça transmettait. Je posais des questions sur ce qu'ils voulaient un petit peu quand même pour me diriger, même si j'avais carte blanche, mais et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et après, on est revenu sur la danse. Donc on a travaillé entre le texte et la danse aussi. Et ça, c'était un moment très, très intéressant et vraiment plein d'émotions avec Anissa. C'était génial. C'est la première fois que vous travaillez avec justement
plusieurs éléments en dehors du slam, que c'était un projet vraiment pluridisciplinaire pour vous? Alors, j'ai déjà travaillé sur des projets pluridisciplinaires. Je travaillais avec de la musique, notamment, beaucoup. Lola, quand même, je rappelle, a créé le spectacle de slam, la tribu d'Emma Fini. La condition féminine et la recherche de puissance féministe est au centre du concert, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc il y a quand même une implication très personnelle. Hein, déjà oui, très personnelle, et puis et d'idées et de volonté. Je sais pas si on peut dire que quand on est artiste, on a envie de changer le monde. Mais un petit peu, peut-être. On sent plutôt à des petits combats, quand même. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, la musique fait partie intégrante de mon écriture aussi, et de ma relation au texte, vraiment. Donc ça, la musique, et puis la mise en scène aussi, le côté théâtral, voilà. Par contre, la danse, c'était très intéressant, et la vidéo aussi nouveau. Et alors, ça, la relation... Oui, parce qu'un mouvement avec un zoom, on effleure la peau, on sent le vent, tout est lié. Je pense que quand vous avez dû avoir vraiment le projet fini, ça doit être hyper émouvant pour vous. Oui, alors, en fait, moi j'ai eu une version proche de la fin avec cette histoire de plusieurs phases, assez rapidement. Donc à la fin j'en avais plutôt marre on voyait pas le bout. Alors que les pièces étaient là, ouais. Là, quand on est à la phase vidéo, moi j'ai vite eu quelque chose de proche, et pour finir ça a été hyper long, et du coup c'était plus de la frustration sur la deuxième partie. Alors ce film c'est pas un très film, content à la fin, hein, bien sûr. Oui, bah oui, je comprends bien. Ce film donc c'est pas un coup d'épée dans l'eau, bon c'était marrant parce qu'on parle beaucoup d'eau dans ce film. Donc le film n'est pas un coup d'épée dans l'eau, bien sûr, puisque donc il est projeté lors du festival cinématographique du samedi 14 octobre à 18h30 à Tropic Atrium. Ah, donc demain. Donc demain. Donc c'est cool. Samedi 14. Oui, c'est demain. Ah oui. Oui, c'est le tournage. Et oui, nous sommes vendredi, Lola. Ah ouais, ça passe Lola super vite. Mon Dieu. Elle a perdu le fil de son slam. Lola. Mais alors, c'est toi qui fais les images? C'est ça, exactement. Elles sont vraiment magnifiques. Et tu avais l'habitude déjà de filmer comme ça? Alors moi ça fait peut-être 4-5 ans que je me suis lancé dans la vidéo, et on fait des vidéos on a fait pas mal de vidéos de danse avec Anissa déjà auparavant. Ah d'accord. Donc on avait l'habitude de bosser ensemble là-dessus, et j'avais aussi fait pas mal de vidéos de sport et de nature, donc on va dire là j'étais un peu dans ma zone de confort, donc Alors, juste pour préciser, Anissa Zapata, qu'on recevra sans doute au mois de novembre, je vous confie la tâche, peut-être. Oui, mais je ne serai pas très objectif parce que c'est une amie. Mais oui. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça, parce qu'on en a parlé au téléphone et qu'elle me disait je serais avec plaisir, je viendrai dans l'émission, donc ça nous fera vraiment très très plaisir. Donc, n'oubliez pas que ce film sera projeté donc pour le festival cinématographique de demain, samedi 14 octobre à 18h30 à Tropic Atrium. La vidéo que proposent donc Lola et Lucas sera diffusée dans l'émission, dans la partie vidéo de l'émission, d'accord. Et puis donc on vous remercie vraiment d'être venu nous voir, ça nous a fait vraiment très très plaisir. Et où est-ce qu'on peut voir, où est-ce qu'on peut te voir, te produire? Moi bientôt d'ailleurs, en fait le 20 octobre au Saint-Esprit. Là je suis en résidence artistique là-bas dans la ville du Saint-Esprit avec 2 musiciens, Christophe Césaire au piano et Ven au beatbox, et on travaille sur un trinôme avec moi au slam. Donc le vendredi 20 octobre à 19h. Donc il y aura du piano, du tambour-bélé et du violon. Super. Alors le tambour-bélé et le violon ne sont pas là sur cette représentation. Celle-là, non, voilà, l'idée justement c'est d'en faire une sorte de showcase qui permette de tourner facilement. Très bien. Voilà. Allez la voir, foncez, parce que c'est extrêmement bien ce qu'elle fait. Moi je suis une grande admiratrice et fan de la scène slam, et vraiment vous ne serez pas déçus. Donc si vous ne connaissez pas, je vous y encourage. Parfait. Alors, je vous remercie en tout cas d'être venu une fois de plus. On peut les applaudir bien fort si vous êtes d'accord. Merci à vous. Et puis Allez, on continue cette émission. On est super content donc d'avoir reçu donc Lola et Lucas. On va voir ce film samedi matin. Tu vas y aller, Léonore, non?
Si on y allait ensemble, voir le film, je t'invite. Le film, on l'a déjà vu, tu veux dire le festival. Moi, je vais à l'ouverture, oui. Je suis invité à l'ouverture. Oui. D'accord, mais toi, t'es invité, mais pas moi. Non, mais on est tous fait. On n'a pas les mêmes valeurs, en fait. Mais Éléonore nous invite. C'est ouvert à tous. C'est les fesses d'Itata, je pense. J'ai eu un invité Manœuvre Césaire, voilà, en effet. Voilà, d'accord, j'ai mieux compris. Bien quand même. Allez, on rit, mais parfois, il y a des choses dans la vie qu'il faut aborder. C'est un peu le cas, parce qu'on parle beaucoup d'artistes, on en a reçu aujourd'hui. J'ai pas voulu le faire au début, mais il faut le faire quand même malgré tout. Je voulais vous dire qu'il est difficile donc de faire cette émission ce soir, pour ma part en tout cas, sans penser aux 900 enfants, parents, personnes âgées, handicapées, assassinés en Israël, aux 150 otages et aux 260 jeunes gamines et gamins de 20 ans à 30 ans, éliminés pendant une techno-partie à bout portant, à la mitraillette ou à la grenade par des hordes de fous furieux, incultes et barbares. Après le Bataclan, qu'on pensait le pire finalement, les cafards de l'humanité ont encore frappé. Je pense à toutes les familles dans le deuil et la souffrance, ici, en Israël, mais partout dans le monde, le monde censé bien sûr et démocratique. Voilà, il fallait le dire, je ne l'ai pas fait au début mais je l'ai fait maintenant. Voilà, chacun pensera ce qu'il voudra. Si vous êtes d'accord, on passe à Eric qu'on retrouve, on est content de retrouver transition. Eric, on est content de te retrouver parce que tu reçois donc quelqu'un qui nous recentre un petit peu sur notre métier, une sacrée boîte, Trial Caraïbes. Si vous avez envie de faire de la randonnée en buggy, en quad ou en moto à travers la Martinique, c'est chez Trial Caraïbes qu'il faut aller. Et donc tu nous en parles tout de suite. Voilà, donc Francis Frontonio, qui est le gérant, le dirigeant de la société Trial Caraïbes, donc qui est là depuis 2008, c'est ça Francis ? 2006. 2006 ouais. Même. Donc tu es bien ancré en Martinique depuis un moment déjà ? Oui, ça fait déjà un petit moment qu'on est là. Alors on a commencé tout petit et puis au fur et à mesure, voilà. Voilà, donc maintenant la société se trouve où là, actuellement ? Alors on va dire la société historique se trouve vers Mangophil, aux Trois-Îlets, donc pas loin du parc Acrobranche. Donc ça c'est tout ce qui est quad, moto, ça c'est vraiment l'historique. Et depuis déjà 6 ans, on a 2 autres bases, une base à Basse-Pointe, vers les Ritz, au niveau de l'habitation les Ritz, et une base à Sainte-Anne, vers le Club Med. Et cette base-là Buggy, ouais. Donc une découverte de l'île différente en fait, suivant si on prend le buggy ou si on prend le trial. Donc, exactement, déjà le sport en lui-même est différent, le loisir est différent, entre le buggy, la moto et le quad, on a vraiment une clientèle différente et une approche du sport mécanique différente. Mais c'est vrai qu'au niveau des paysages aussi, tout à l'heure on parlait du Nord dans l'hébergement. Et la tendance actuelle depuis déjà 5-6 ans, c'est que les gens veulent voir le Nord. Donc nous, par exemple, la randonnée du Nord est très très prisée au niveau du buggy, ça c'est indéniable. Le fait en plus que la montagne Pelée soit au patrimoine mondial va encore attirer des clients dans le Nord. Exactement, pour nous c'est une aubaine d'avoir un tel référencement. Et après, de toute façon, le Nord plaît de plus en plus. Par exemple, nous, on fait visiter la distillerie JM, dégustation des rhums. Alors, c'est pas forcément des résidents, c'est vraiment des gens qui viennent de l'extérieur, des touristes qui veulent voir le Nord. On a des deux, en fait. Ouais. On a des deux, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de basse saison, parce qu'en basse saison, on a les locaux, et en haute saison, les touristes. Donc, en fait, le Nord est très prisé. Ouais. C'est tellement diversifié que de toute façon on découvre tout le temps. La Martinique elle est toute petite, mais tellement diversifiée qu'on découvre tout le temps. Exactement, et puis le Nord, ça reste extraordinaire. C'est clair. On le voit dans le film, ici, là. Dans le film qu'on a gardé d'ailleurs, effectivement. Non, c'est magnifique. Et voilà, donc après, on va dire les 2 autres bases à Trois-Îlets et à Sainte-Anne tournent très très bien aussi, mais c'est différent en termes de demande et d'attrait. On voit vraiment une différence de clientèle. Oui, j'étais allé faire du quad à Sainte-Anne chez vous il y a quelques années. C'est vrai. Mon fils n'était pas très grand. Lui, il avait adoré. Je sais pas, il devait avoir 10 ans. D'accord. Et c'est vrai que c'était super sympa, quoi. C'est vraiment ludique en fait. Ouais, c'est une approche différente. Par exemple, là, je reparle du Nord, mais dans le Nord, on fait découvrir aux gens des endroits qui sont impossibles à accéder en véhicule. Déjà parce qu'on est sur du terrain privé. Donc on parlait de l'UNESCO, c'est une aubaine, mais c'est aussi, il faut faire attention parce que nous, les contraintes au niveau des sports mécaniques. Donc après, nous, on va dire exclusivement sur du chemin agricole. Donc on ne s'éloigne pas des chemins agricoles pour ne pas dégrader la nature. Et puis surtout, il y a le bruit. Là, moi, je pense au bruit. Quel est l'impact de ces modes de déplacement ? Sincèrement, le bruit, ça fait pas. Enfin, c'est pas ce qui des véhicules homologués, c'est pas des véhicules tout-terrain
Donc, ils peuvent rouler sur la route normalement, etc. Non, le bruit, sincèrement, en plus, là où on passe, on a très peu d'habitants. Oui, il n'y a personne. Hein. Puis c'est pas des... Non, mais moi, je pense à la faune et à la flore. Je pense pas aux habitants. Je pense aux espèces. Bon. Dans les chemins qu'on passe, sincèrement, ils sont toute la journée. Il y a des tracteurs, c'est des bananes. C'est d'où l'importance de rester sur ces itinéraires. Exactement, que ce soit la dégradation du sol ou le bruit ou quoi que ce soit, le but pour nous, c'est d'être le plus. Ouais, c'est ça. C'est bien balisé. Travail après en restant sur ces chemins-là. C'est ailleurs, ils détruisent. Non, mais c'est bien de le rappeler parce qu'il y en a qui ne respectent pas ça et qui y vont aussi avec leur propre. Voilà, non, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Et c'est bien rappelé. Non, mais par contre, il y a une vraie question quand même, par contre, sur la transition énergétique et les nouvelles mobilités, puisque à un moment donné, ça va vous toucher forcément, parce que l'arrêt du moteur thermique va sans doute vous impacter. Est-ce que, voilà, non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous pensez à une reconversion de vos machines sur l'électrique? Ça existe aussi. Oui, alors sur la moto, on a déjà investi dans des motos. Alors nous, on fait du trial exclusivement, et donc on a déjà investi dans des machines électriques. Ouais. Parce qu'en plus, le trial s'y prête bien, parce que la puissance de l'électrique permet de faire du gravissement de rochers, de choses comme ça. Francis vient du trial et pratique à haut niveau, donc c'est ça. Il peut vraiment en parler. En parler, voilà. Mais c'est vrai que donc là, on fait des essais en fait avec les nouvelles motos de trial qui sortent électriques. Ouais. Et donc je suis en train de tester comment la clientèle surtout aborde ça et réagit. Parce que c'est pas forcément évident pour nous, pour notre business, de présenter de l'électrique. Malgré tout, et par exemple tout ce qui est quad des buggy, par contre, c'est pas du tout au point. D'accord. On a des batteries qui durent pas assez longtemps. Nous on fait des randonnées en demi-journée. Ça part 2 fois par jour. Donc ça fait 6 à 7 heures de rando par jour, l'électrique tient pas, c'est sûr. Ouais. Ça arrivera. Ça arrivera, mais pour l'instant ça va se développer. Pour l'instant c'est pas au point. C'est pour nous, c'est pas, on peut pas faire ça avec le matériel qu'on a actuellement. Donc vous disiez, vous partez en balade et vous vous arrêtez à des points précis pour faire découvrir l'intérêt culturel de l'île. Exactement. Et vous accompagnez les personnes avec des explications. Oui, en fait on a des guides qui sont formés, on présente les champs d'ananas, la culture de l'ananas, la culture même de la banane. On a des endroits où on est près des rivières, on fait se baigner les gens dans les rivières, les cascades. C'est vraiment une mission touristique quand même. Oui, c'est notre but. Nous, on va dire dans l'objet social de la société, on est un loisir touristique, découverte de la Martinique, découverte de tout ça. Sur Sainte-Anne, on fait découvrir Cap Chevalier, le volcan Piton Crève-Cœur, on fait découvrir la faune, la flore. Oui, donc il y a un vrai rôle pédagogique finalement. Oui, j'ai un moniteur qui est formé dans tout ce qui est faune et flore sur le sud. Et donc c'est très important pour nous. Et pareil, les plages, on les fait pas trop parce que en voiture, on y va. Amener 5-6 buggy à côté d'une plage, là par contre, au niveau du bruit et tout ça, ça a un impact. Donc ça, on le fait pas. On essaie de faire découvrir des choses que les gens ne peuvent pas accéder en voiture. Mais pardon, excuse-moi. Mais pour le Nord, c'est quand même très intéressant parce que on sait que c'est une zone vraiment enclavée de la Martinique, pas très populaire. Les gens n'y vont pas parce que c'est loin, alors que ça fait 90 km du nord au sud, la Martinique. Et c'est bien, je pense que d'avoir ouvert un petit peu sur ce coin-là. Est-ce que vous avez eu un soutien des municipalités ou bien est-ce que vous avez travaillé avec eux ou bien vraiment alors, municipalité, on vit pas mal sur Basse-Pointe. Alors Cap-Nord, pas trop, mais après, toute la ville de Basse-Pointe, ils sont très heureux de nous avoir. Et nous, on participe à leurs événements, on va dire des week-ends découvertes de Basse-Pointe, tout ce qui est fête de village et tout. On a toujours un ou deux buggy qui roulent, qui font emmener les gens. Voilà, on avait fait visiter les temples hindous, parce qu'il y a pas mal de temples hindous sur Basse-Pointe. Et on avait fait visiter les temples. Enfin oui, on essaye de vivre, de faire vivre un peu ça. De vivre avec l'île et de faire vivre l'île. Oui, c'est ça. Et le buggy dans le Nord, ça fait plus de 20 ans que c'est là-haut. Et on cherche à nous... Enfin, on ne cherche pas à nous faire partir. Juste pour se rendre compte, une balade, ça représente combien de kilomètres parcourus? C'est à peu près 40 km. Ok. Voilà. D'accord. Alors, donc vous étiez avec Francis Fontenot de Trial Caraïbes. Est-ce qu'on peut rappeler où est Trial Caraïbes? Où c'est qu'on peut vous joindre? Comment qu'on peut vous joindre? Même si on le mettra sur la vidéo, évidemment. Ouais, il n'y a pas de souci. Nous, alors, on est basé exclusivement à 3 îlets, Basse-Pointe et Sainte-Anne. Donc, on a 3 bases différentes. Et après, vous pouvez nous trouver sur Internet. Sur le site, tout simplement. Sur le site Internet, voilà. trialcaraïbes.com. Ok. Et voilà. Alors, si vous voulez faire donc des randonnées en buggy, en quad ou en moto, c'est là qu'il faut aller. Trial Caraïbes. Donc, et c'est bien sûr à travers toute la Martinique, en tout cas le nord et le sud. C'est juste génial. Merci Francis d'être venu nous voir.
Testé et approuvé par Orlan quand même. Exactement. J'irai à Basse-Pointe aussi. Et merci à Eric donc, pour cette rubrique qui nous a recentré sur notre métier de basse, c'est super sympa. Vous étiez donc à l'hôtel Batelière avec gtmac.fr sur Maxi Martinique. Vous étiez avec les expertes et les experts automoto. Il était 18h, il est maintenant quelle heure? 19h au moins, largement. Et oui, donc le grand talk show du secteur des nouvelles mobilités revient comme chaque semaine avec JM de la bande à JM. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Joe Magazine, merci à Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort. Andrea Tufano qui nous revient des Amériques dans pas longtemps, Vanny Le Mouliec qui est bien là, Yona Namri qui sera là dans 15 jours, Orlan, la diva des Antilles qui nous revient de Paris, elle qui était en concert à Paris avec des femmes, entourées de femmes, mais plus belles les unes que les autres. Je sais pas comment tu as fait. Moi, chaque fois que je vais à Paris, je suis seul. C'est bizarre quand même. Faut que tu m'expliques comment tu fais. Et Jimmy Tomer qu'on revoit dans quelques temps, bien sûr. On peut remercier Lola, Jeanne Cloquel, dites Lola, rappelez-vous, artiste slameuse qui est venue nous voir tout à l'heure, avec Lucas Pelu de Croquette Production pour leur film avec cette danseuse Anissa Zapata que j'adore, mais chorégraphe en plus, mais qui n'était pas là, qui était au Brésil, que tu connais bien aussi, Éléonore, et qui reviendra donc nous voir au mois de novembre. Donc merci à eux pour ce film que vous pouvez aller voir donc demain samedi. Donc rappelle-moi où c'est parce que je me souviens plus. Je crois que c'est à l'Atrium. Tropicatrium. Voilà. Scène nationale. Donc on peut dire merci donc à ton invité. Madly. Voilà, qui organisait Welcome. Le salon Welcome à la maison. Welcome à la maison. Et c'est demain aussi, donc oui, on est au cœur de l'actualité. Vous avez plein de choses à faire ce week-end. Bref. Exactement. Et puis donc merci à Francis donc Fontenay.